Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Mohamed Zouak. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs fidèles à cette émission. Faites entrer l'invité spécial marocain du monde. Alors vous le savez, les Marocains ont performé dans différents sports de combat, du taekwondo à la boxe anglaise, en passant par le full contact, le muay thai, le jiu-jitsu brésilien ou même le MMA. Mais il y a un art martial moins connu qui nous a offert de belles médailles continentales, c'est l'escrime. Depuis son apparition aux Jeux Olympiques de 1896, 3 pays se partagent la majorité des médailles, la France, l'Italie et l'Allemagne. Le Maroc essaye de se frayer un chemin parmi ces grandes nations de l'escrime. Les chances du royaume sont défendues par un jeune franco-marocain de Levallois, en région parisienne, qui a déjà à son actif plusieurs titres africains et une participation aux JO de Tokyo en 2020. Rebelote donc en 2024, puisque le comité national marocain vient tout juste d'annoncer que Hussam Korta est qualifié aux JO de Paris. Nous avons le plaisir d'avoir en direct de la région parisienne Hussam. Bonjour Hussam. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous avec le ramadan? L'entraînement n'est pas trop dur avec le ramadan? Tu peux me tutoyer, hein. Ouais. Pas de problème. Et ça va très bien. Écoute, fraîchement qualifié, donc très content. Et puis très content de passer avec vous à l'antenne. Tout le plaisir est pour nous d'avoir un champion à l'antenne, un champion franco-marocain dans cette émission dédiée aux Marocains résidant à l'étranger. Vous l'avez appris comment en fait l'annonce? Alors nous on l'a appris via les médias, via le communiqué de presse du Comité national olympique. Nous effectivement la qualification olympique a commencé au mois de mai 2023. Oui. Donc on a une période de qualification qui dure un an, de mai 2023 jusqu'à quasiment fin mars 2024. Donc on a un ensemble de compétitions, on a eu 10 compétitions tout au long de cette période-là. Il faut savoir qu'on a des compétitions un peu partout dans le monde, que ce soit au Canada, en Colombie, en Argentine, tout ça, et du coup on marque des points à chaque compétition. D'accord. Et l'objectif de cette qualification pour moi était de finir dans la première place du classement mondial en prenant les Africains. Donc être le premier Africain au classement mondial, et à la fin de cette période de qualification, la dernière compétition était à Tbilissi en Géorgie. Ça s'est passé la semaine dernière, en fin de semaine dernière, et du coup donc à la fin de cette compétition, aucun de mes poursuivants pouvait me rattraper, donc j'ai fini premier africain au classement international. Bravo. Est-ce qu'il y a d'autres Africains qui sont qualifiés? Oui, alors il y a les Égyptiens qui sont qualifiés également, qui ont réussi à qualifier une équipe. D'accord. Effectivement, eux, ils sont passés par le système équipe, donc ils ont réussi à avoir un quota pour l'Égypte qui qualifie automatiquement 3 athlètes. Donc ça, c'est un classement qui est encore à côté, qui permet de qualifier en fait une. Et à part l'Égypte, d'autres nations, je sais que l'Algérie et la Tunisie aussi ont des bons escrimeurs. Oui, alors les gros pays dans le sport africain, c'est l'Égypte. Enfin, l'Égypte est vraiment le gros pays sur le continent africain. Oui, d'ailleurs, c'est le seul, c'est un Égyptien le seul en Afrique qui a réussi à remporter une médaille d'argent à l'épreuve individuelle de fleuret aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres. C'est Aladdin Aboulkassem. C'est ça, c'est Aladdin Aboulkassem. Et quelques années plus tard, en 2016, il y a Inès Boubakri. Ah oui, pour les féminins, effectivement. Ouais, chez les féminines, qui a fait une médaille de bronze. Et effectivement, en fait, c'est des personnes qui se sont entraînées, qui se sont formées en Tunisie et en Égypte, et qui sont venues pour l'expertise depuis quelques années s'entraîner en France, dans les meilleurs clubs français, au Fleuret en France. Qui est la grande nation de l'escrime, avec beaucoup de titres olympiques et mondiaux. Donc on a parlé de l'Afrique du Nord. Les autres pays africains arrivent à se placer aussi, que ce soit pour les Jeux Olympiques ou d'autres compétitions internationales? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'escrime, ça reste un sport qui est très technique et très, on va dire très clôturé européen, on va dire. Donc, il y a pas mal de binationaux qui ont fait ce choix-là de venir représenter leur pays
de cœur et celui de leurs parents. Et du coup, on se retrouve avec un niveau africain qui, depuis, je dirais, les années 2000, ne cesse d'augmenter. Donc, il y a des pays qui arrivent à vraiment faire, à passer un peu au-dessus du lot, qui sont les pays nord-africains. Mais sinon, vous avez également le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qui ont quelques escrimeurs. Il y a l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a une proximité assez anglo-saxonne et russophone. Donc pas mal de sportifs sud-africains s'entraînent en Russie et représentent l'Afrique du Sud. Oui. Alors vous avez déjà été qualifié, vous avez déjà représenté le Maroc aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, huitième de finale, hein, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, exactement. Donc je pense que déjà c'était une grande fierté, hein, déjà de participer à vos premiers Jeux Olympiques, mais en plus sous les couleurs du Maroc. Qu'est-ce que vous espérez comme résultat pour Paris, parce que là ça va être un peu à domicile, hein, puisque vous êtes on peut dire vous êtes parisien, vous êtes de Levallois, donc c'est vraiment limitrophe de Paris. Donc vous jouez à domicile. Est-ce que vous espérez aller encore plus loin? Alors effectivement, moi c'est pour en revenir à ce que vous disiez au début, c'était une fierté de me qualifier aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 avec le Maroc. Et moi, j'ai fait un changement de nationalité sportive en 2017. Donc, j'ai commencé à Vous avez commencé avec les juniors, c'est ça J'ai été en équipe de France jeune en junior et mes premières années seniors, j'étais numéro 5 mondial en junior. Et j'ai fait le choix de changer de nationalité en 2014. Et c'est qu'après 3 ans de tractation, on va dire administrative, j'ai pu représenter le Maroc. Et j'ai eu de la chance et l'opportunité de pouvoir concourir sur des championnats, des coupes du monde et faire des résultats sur ces championnats-là qui m'ont permis encore une fois de me qualifier aux Jeux Olympiques à Tokyo. Donc c'est vrai que Tokyo, ça a été en 2020, en plus avec l'année Covid, donc ça avait été reporté d'1 an et ça avait été un peu on va dire la découverte des Jeux Olympiques. Donc à ce moment-là, je pense que j'étais 20e mondial. Donc c'était déjà un joli classement. Et puis on était plus à découvrir un peu les Jeux Olympiques. Et arrivé aux Jeux Olympiques, je pense qu'à ce niveau-là, tout le monde se dit qu'on y va pour faire une médaille. Et c'était déjà mon objectif à Tokyo. D'accord. Donc mon objectif à Tokyo, c'était de faire une médaille. Je perds en 8e de finale contre le champion du monde et vice-champion olympique par la suite. Et je perds que de 2 touches, donc un match assez serré. Et après ces Jeux Olympiques-là, j'ai vraiment pris conscience de tout j'avais conscience de mon potentiel, mais j'avais encore plus conscience de ce qu'étaient les Jeux Olympiques et ce que pouvait être une compétition aux Jeux Olympiques. Et du coup, j'ai vraiment essayé d'essayer de croire en mes chances pour ce type d'événement. Et puis en 2022, j'ai fait une année la meilleure de ma carrière. J'ai été 6e mondial. Et puis vous avez gagné j'ai fait une compétition mondiale, d'argent. Médaille d'argent. C'est en Allemagne, c'est bien ça? Médaille d'argent en Coupe du Monde. Coupe du Monde. Donc Heidenheim en Allemagne. Voilà, Heidenheim. Et du coup, là, à partir de là, j'ai vraiment pris conscience de ma possible chance de médaille aux Jeux Olympiques. Et du coup, on met tout en place pour un podium. Pour un podium. Pour arriver aux Jeux Olympiques, Inch'Allah. On peut l'espérer, Inch'Allah. C'est l'objectif. C'est l'objectif, bien sûr. J'imagine que la première expérience des Jeux Olympiques, il y a quand même un peu d'appréhension. On ne sait pas trop comment ça va se passer. C'est les premiers Jeux Olympiques. Peut-être qu'on est un petit peu impressionné aussi. J'imagine que là, cette expérience va vous servir pour les Jeux Olympiques de Paris. Comme je disais, en plus à domicile, d'une certaine manière, vous aurez plus d'éléments en main pour pouvoir espérer un podium. C'est vrai que comme tu as dit, vraiment l'expérience des Jeux Olympiques, les gens peuvent pas vraiment se rendre compte avant de les avoir fait de la pression que ça crée, ne serait-ce que par tous les protocoles d'entrée, d'accréditation, toutes ces choses-là font que vraiment les Jeux Olympiques, c'est une compétition à part entière. Et
c'est une fois tous les 4 ans. C'est une fois tous les 4 ans. On est dans un sport amateur où vraiment le Graal, c'est ce titre olympique. Et du coup, c'est vrai qu'on peut être un peu impressionné par cet événement-là. Donc, la première, à Tokyo, je suis arrivé avec, sûr de mes capacités, en sachant à quel niveau j'étais. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'étais, je pouvais viser une médaille, mais j'étais pas parmi les favoris du titre olympique. Et en fait, on se rend compte que dans ce genre de compétition-là, ça va être celui qui va mieux gérer la pression, celui qui va mieux gérer l'événement, mieux gérer l'environnement, qui va être peut-être le plus performant. Et on se rend compte que la plupart du temps, quand on regarde les podiums olympiques à l'escrime, effectivement, on a toujours des gens qu'on met sur le podium et qui n'y sont pas. Et au final, là, pour préparer Paris, la chance que j'ai, c'est vraiment d'être proche de là où je m'entraîne, de là où je vis et de là où j'ai grandi. Comme tu as dit, c'était vraiment, je suis à 15 minutes du village olympique et peut-être à 10 minutes du centre-ville de Paris. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un où le soutien familial et amical m'aide énormément. Et de se dire qu'on a la chance de pouvoir faire les Jeux Olympiques à quelques centaines, voire 1 kilomètre de chez soi, c'est une opportunité qui arrive une fois dans sa carrière. Et on se prépare, en tout cas moi je me prépare vraiment à ça de la meilleure manière possible, sans se mettre trop de pression, mais en ayant vraiment conscience de cet événement-là, quoi. Oui, en espérant effectivement une médaille qui ravira tous les Marocaines et les Marocains. Vous parliez de famille, hein, vous disiez que vous êtes en région parisienne, donc il y a votre famille qui vous soutient. Comment vous êtes venu à l'escrime? C'est pas un sport auquel on pense, hein, auquel les papas et les mamans pensent à amener leurs enfants. C'est souvent le foot, c'est souvent des sports de combat autres, hein, comme la boxe, le karaté, etc. Mais l'escrime, on ne pense pas, même on a cette image que l'escrime, d'ailleurs, effectivement, avant c'était un sport élitiste, même si ça s'est démocratisé. Donc voilà, une famille marocaine en région parisienne pense pas forcément à mettre son enfant. Je crois que déjà votre sœur a commencé très tôt à l'escrime à l'âge de 5 ans. Camélia, c'est ça, hein? C'est ça, exactement. Et vous avez suivi les pas de votre sœur, c'est ça, de votre aînée? Ouais, la petite histoire, c'est que du coup, moi, je suis né à Levallois, j'ai grandi à Levallois et j'y habite encore. Et Levallois, il faut savoir que c'est un des plus grands clubs d'escrime, à l'épée en tout cas, du monde, et voire d'Europe et voire du monde. Et du coup, ma sœur, qui est de 5 ans mon aînée, qui est aussi en course là pour essayer de se qualifier aux Jeux Olympiques. On lui souhaite. Qui a une compétition sélective, le tournoi qualificatif olympique à Alger à la fin du mois. Inch'Allah khair. Et du coup, mes parents l'ont inscrit à l'escrime. Elle a fait une initiation à l'escrime quand elle était jeune à l'école. Parce que du coup, vu que le club est très développé, il y a des escrimes à l'école. Donc découverte à l'école, et finalement vos parents se sont dit pourquoi pas, si ça te plaît. Et puis du coup, en fait, moi je me suis pris du jeu parce que j'allais sur les compétitions avec ma sœur et tout. Et puis moi j'ai commencé par faire de l'escrime et du foot. Et du coup, j'ai continué les deux jusqu'à mes 14 ans. Et après, à 14 ans, j'ai tenté l'expérience footballistique. J'ai été recruté en centre de formation en France, à Sochaux, à Montbéliard. Et par contre, cette expérience n'est pas très bien passée. D'accord. Et je suis revenu à l'escrime plutôt par dépit. Et au final, j'ai continué à accrocher. J'ai eu l'opportunité de faire des résultats et de partir sur des compétitions internationales. Du coup, vers 15-16 ans, et puis j'ai accroché le wagon pour en faire mon métier. D'être présent dans l'équipe de France junior, puis ensuite senior, et finalement changer de nationalité sportive pour passer à la représentation du Maroc. Alors vous parlez, votre sœur qui a un peu initié le mouvement au sein de la famille, double médaillé d'argent en Afrique, c'est ça? Ouais,
Voilà. Et donc là, elle essaye de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Ce serait magnifique d'avoir la fratrie aux Jeux Olympiques. Elle était pas qualifiée pour Tokyo, j'imagine. Donc. Non, elle a perdu en demi-finale du tournoi qualificatif pour Tokyo. Mais c'est vrai que moi, c'est mon rêve. Enfin, de me dire que je fais les Jeux Olympiques, ça c'est déjà un premier rêve, mais de faire les Jeux Olympiques avec sa sœur, c'est encore un rêve qui serait magnifique, et je pense que ce serait vraiment l'aboutissement d'une carrière pour elle et pour moi. Et après, viser la médaille, c'est encore autre chose. Bien sûr. Mais c'est vrai que l'objectif de se qualifier en famille, moi depuis tout jeune, en fait, quand j'avais 10 ans, je me suis écrit une lettre pour me dire que je ferais les Jeux Olympiques un jour dans ma vie, et je savais pas si c'était en escrime, en foot ou dans un autre sport, parce que j'avais cette image des Jeux Olympiques, vraiment qui me faisait briller les yeux. Et alhamdoulilah, j'ai l'opportunité de pouvoir les faire, et déjà à Tokyo et aujourd'hui à Paris, de par mes résultats et tout. Et franchement, j'espère vraiment que ma sœur arrivera à se qualifier, et en tout cas j'irai la soutenir en Algérie pour la phase qualificative. Et on espère aussi que votre rêve, déjà de participer aux Jeux Olympiques, là, il est déjà accompli, mais pourquoi pas une médaille pour ces JO de Paris. Alors, en plus, à côté, vous n'êtes pas à 100% sur le sport. À côté, vous avez une activité professionnelle. Vous êtes podologue, c'est ça, je crois? C'est ça, exactement. Et vous devez répartir votre temps entre vos deux activités. Je crois que vous êtes 3 jours et demi podologue, et puis vous entraînez seulement, vous entraînez une fois quand vous travaillez, une fois dans la journée, et l'entraînement la charge d'entraînement qui est beaucoup plus marquée, c'est ces quelques jours, un jour et demi, 2 jours, où vous pouvez vous entraîner à plusieurs reprises dans la journée. C'est ça. En fait, cette année, j'ai fait le choix d'un peu libérer du temps pour pouvoir m'entraîner. Mais il faut savoir que malheureusement, l'escrime, c'est pas un sport professionnel. On gagne pas notre vie avec l'escrime. Pour l'instant, je gagne pas ma vie avec l'escrime. Il y a des escrimeurs qui peuvent gagner leur vie. Alors, les grands champions, j'imagine. Les gros pays d'escrime, t'en parlais tout à l'heure, l'Italie, la France, l'Allemagne, les pays asiatiques sont quasiment une équipe entière professionnelle. D'accord. Moi, c'est un peu plus différent. C'est plus difficile, oui, forcément. C'est un peu plus difficile. Donc, moi, je suis, on va dire, semi-professionnel. Donc, j'ai une activité professionnelle à côté, où je suis podologue. Et puis, cette année, je travaille 2 jours par semaine au cabinet. D'accord, 2 jours par semaine. Et là, j'ai 3 jours pleins, on va dire, d'entraînement, où je peux m'entraîner matin et après-midi. Et c'est ce qui me permet de pouvoir avoir un peu de financement pour partir en compétition, pour pouvoir aussi vivre à côté et tout, en région parisienne, de pouvoir s'entraîner convenablement et vivre convenablement. Et du coup, ça fait des semaines bien chargées. Donc mes vacances, c'est seulement 2 semaines de vacances, on va dire, l'été. Sinon, les jours que je prends par-ci par-là, c'est plutôt pour partir en compétition et pouvoir gérer un peu les 2 emplois du temps. Et puis voilà. Donc c'est effectivement chargé, mais malgré ça, vous arrivez quand même à performer. On a parlé de la Coupe du Monde en Allemagne, donc en 2022, où vous avez fini avec une médaille d'argent face à un Français. Donc c'était là pour le coup un bel exploit, mais on n'a pas encore mentionné les médailles d'or, parce que vous êtes médaillé d'or au championnat d'Afrique d'escrime en 2019 à Bamako. En 2018 à Tunis, mais aussi par équipe en 2017 au Caire et en 2022 à Casablanca, là aussi à domicile pour le coup, et 2023 au Caire, c'était encore au Caire, c'est ça? Exactement. Oui, après au niveau du palmarès, c'est vrai que au niveau continental, en Afrique, à l'épée, on a réussi à monter une équipe assez performante pour concurrencer l'Égypte. Et individuellement, c'est vrai que les Égyptiens
au-dessus. Ils sont difficiles à déboulonner. Que je vienne tirer, enfin que je suis venu pour tirer pour le Maroc, mais pareil, ça reste des athlètes qui sont également très performants et on va dire c'est que de l'émulation positive pour l'Afrique et pour moi également d'avoir des athlètes de ce niveau-là. J'imagine qu'en Égypte, c'est plus au niveau local. Hein, ils ont vraiment une comment dire, ils performent. Oui, ils ont une formation, locale. Et là, ça va faire peut-être à peu près une dizaine d'années que les athlètes s'expatrient aux États-Unis en université. D'accord. Ils ont une forte diaspora égyptienne en université américaine et du coup, ils arrivent à faire monter un peu leur niveau comme ça. Et ils arrivent à glaner des titres au niveau mondial chez les juniors, chez les cadets. Ils ont une très bonne équipe et puis cette génération-là est en train de monter chez les seniors. Ils sont en train de monter en puissance. Est-ce qu'au Maroc il y a un vivier national ou bien c'est surtout les binationaux qui complètent l'équipe, qui alimentent l'équipe nationale? On a eu de la chance il y a 2019 à Bamako d'avoir Omar Naï qui était un produit purement local. D'accord. Qui a réussi à faire une médaille d'or avec nous par équipe et qui a fait un quart de finale au championnat d'Afrique. Donc c'est déjà un très fort résultat. Oui. Après, pour pas te mentir, l'escrime ça reste un sport où, comme je disais tout à l'heure, c'est un sport très technique où également les résultats aussi viennent par la possibilité d'aller en compétition, d'aller se confronter aux meilleurs mondiaux. Et malheureusement, la fédération n'a pas le budget ou n'a pas les moyens d'envoyer des athlètes ou de former des athlètes de ce niveau-là. Donc, ça reste un peu le parent pauvre du sport au Maroc. Hein. D'ailleurs, il y en a beaucoup. Hein. On avait déjà fait une émission avec une championne d'Afrique de canoë-kayak, qui était d'ailleurs, je crois, aussi au JO, franco-marocaine, et pas mal de sports qui sont malheureusement, connus au Maroc et qui ont moins de moyens aussi financiers et en termes d'encadrement pour pouvoir accompagner les jeunes athlètes et les faire performer dans les différentes compétitions internationales. C'est exactement ça. Pour la petite histoire, moi, pour la préparation des Jeux Olympiques, là, même en cette période-là, je suis encore en recherche de partenariats, de sponsors et de mécénat pour pouvoir vraiment me consacrer à plein temps à l'escrime. Bien sûr. Je me dis, je suis quand même, j'étais 6e mondial, je suis dans le top 20 mondial et de pouvoir vraiment faire de l'escrime à plein temps et de viser une médaille. Ouais. Enfin, il y a un dicton que j'utilise beaucoup, qui est un proverbe chinois qui dit que si vous voulez de l'or, il faut de l'argent. Effectivement, c'est une réalité. Oui, c'est clair. C'est une réalité. Pour se consacrer à un sport et devenir finalement professionnel de ce sport, effectivement, il faut pouvoir être à temps plein et c'est comme ça en participant à un maximum de compétitions et en s'entraînant un maximum. Moi j'ai un peu de chance, on va dire, par mes résultats, d'avoir le comité olympique qui m'a soutenu pour les préparations, pour la période post-Tokyo 2020 et d'avoir un programme du comité olympique, mais qui prend en charge vraiment les compétitions. Maintenant, tout ce qui est à côté en termes de vie et de pouvoir faire des soins, de pouvoir partir en stage, des choses comme ça, c'est vrai que des fois il faut trouver des sponsors et des mécénats. Bien sûr. Et quand on prend des athlètes, parce que c'était la question principale, mais de prendre des athlètes locaux, d'avoir ce financement-là, il est très difficile. Bien sûr. Il est très difficile de pouvoir le faire. D'ailleurs, mais la fédération essaye. Oui. Le jeune qui avait performé il y a quelques années en Afrique, dont vous parliez, a beaucoup de mérite justement parce qu'effectivement les conditions doivent être très difficiles. S'entraîner et puis à côté devoir subvenir à ses besoins, on n'a pas forcément beaucoup de temps pour s'entraîner. Vous arrivez justement à mixer grâce à votre profession en tant que podologue, à mixer les deux et à essayer de répartir, faire du mi-temps. C'est vrai que c'est plus compliqué au Maroc. Alors
on a parlé d'escrime, on a parlé de fleuret, on parle d'épée. À un moment, vous disiez aussi, je tire pour le Maroc. Il y a un vocabulaire spécifique autour de l'escrime, Ouais. et j'avoue que je le découvre, et beaucoup de Marocains, je pense, des auditeurs et des auditrices découvrent un petit peu. Donc, vous allez avoir la difficile tâche de nous expliquer juste quelques éléments. Déjà, il y a un élément, moi, qui m'a surpris en m'informant sur l'escrime, c'est que c'est l'un des rares sports où le vocabulaire, les arbitres, c'est en français. Exactement. En fait, la première fédération qui a régi les textes de la Fédération internationale d'escrime, c'est la Fédération française d'escrime. Et du coup, la langue officielle est restée le français pendant toutes ces années. Donc, les arbitres, pour commencer un match, ils disent en garde. Donc, comme à l'époque, quand deux chevaliers comme les duels d'épée. On disait en garde. Êtes-vous prêts? Allez. Halte pour arrêter le match. D'accord. Donc voilà, ça c'est le vocabulaire, on va dire, de base de l'escrime. Il y a différentes armes, le fleuret, l'épée et le sabre, qui sont d'ailleurs les trois des sports olympiques. Parce que c'est trois. En fait, l'escrime en elle-même est olympique. Voilà, olympique, oui. Les trois armes ont leur catégorie olympique, dans les Jeux olympiques. Ouais. Et en fait, les différences entre les trois armes, il y a deux armes, ce qu'on appelle de convention. Donc, il y a des règles de priorité à l'attaque. Donc, pour le fleuret et le sabre. Et il y a des zones où il faut toucher, qui sont des zones valables. Oui. Il y a des zones qui sont non valables. En fonction de l'arme, parce que pour le fleuret, je crois, c'est seulement le tronc. Donc pas les membres et pas la tête, mais par contre pour l'épée c'est plus large, je pense qu'on peut toucher les membres, c'est ça? En fait l'épée c'est l'arme vraiment de duel par excellence. D'accord. On peut toucher de la tête aux pieds et les deux adversaires s'ils se touchent en même temps c'est 1 point pour chacun. D'accord. Et au fleuret bah voilà, c'est comme tu as dit, c'est seulement le tronc. C'est ce qu'on appelle une arme d'estoc, c'est une arme d'apprentissage. Donc pour être précis. Donc c'est un peu, enfin il y a une règle de priorité à l'attaque. Et le sabre c'est l'arme des cavaliers. Donc à l'époque on faisait attention aux chevaux. Et les chevaux c'était un outil de locomotion, un moyen de locomotion, et du coup on les touchait pas. Et du coup le sabre en fait on peut toucher avec le tranchant de la lame et on touche tout ce qui est au-dessus de la ceinture. C'est vrai que c'est un sport de combat assez particulier. Alors quand on le voit, on a l'impression que c'est pas dangereux. En réalité, vous avez un équipement spécifique parce qu'il y a quand même un danger. Alors je crois que le principal danger, c'est pas forcément le coup en lui-même, parce que c'est la casse, voilà. C'est quand la lame se casse, là, exactement. Par contre, il peut y avoir un risque parce qu'il peut y avoir même si les lames sont faites de telle sorte à ce qu'elles se cassent pas en mode, pas avec un bord tranchant, mais parfois ça arrive et là on peut avoir des blessures graves si on n'a pas les protections prévues. En fait, les lames sont, comme tu as dit, sont spéciales avec un bouton, un interrupteur au bout de la lame pour permettre d'allumer la lumière pour marquer les points. Donc ça, c'est un élément important, c'est qu'en fait, il y a un équipement électronique d'une certaine manière qui affiche touché, donc il y a le voyant vert ou rouge qui s'allume, ou blanc si c'est refusé, c'est ça, non valable. C'est ça, exactement. Et en fait, ces lames-là, quand on a un équipement qui est de la tête aux pieds, un masque, une tenue avec une sous-tenue et un pantalon. Et ce matériau-là, en fait, c'est le même matériau que pour les gilets pare-balles. Oui. Donc d'accord. C'est du Kevlar. Ah oui. Et en fait, ça doit coûter cher. Ouais. Donc c'est quand même un sport un peu élitiste quand même, parce qu'il faut quand même avoir les moyens pour s'équiper. Une tenue de haut niveau, on va dire. Ouais. Les plus sophistiquées, elles coûtent à peu près 700 €. Ouais, donc c'est un petit budget. Mais c'est vrai que du coup elles sont en Kevlar et il y a une norme qui est des newtons et en fait elle doit résister à 800 newtons. D'accord. Pour te dire, le 800 newtons c'est l'équivalent de tu prends un couteau de cuisine, tu plantes ça dans la tenue, normalement ça doit pas passer.
D'accord, ouais, donc très solide. Alors, il y a plusieurs qualités qui sont exigées dans l'escrime. C'est ça, il y a plusieurs qualités. Alors, il y a au niveau de athlétique, les qualités requises, c'est de la souplesse, du réflexe, de la rapidité, de l'explosivité, et même de la coordination entre les membres, entre la partie supérieure, la partie inférieure du corps, voilà. Parce qu'il y a ces assauts. Alors, bon, on va pas rentrer dans le détail. Il y a plusieurs, il y a tout un vocabulaire aussi autour de ça. Et puis aussi un petit peu comme d'autres sports de combat, il y a un élément important, c'est le respect, c'est l'éthique. Donc là aussi, c'est quelque chose de très important. On se serre la main à la fin de chaque combat. En fait, c'est comme tout sport de combat. En début de match et en fin de match, on salue son adversaire, on salue l'arbitre, on se serre la main. Et toutes ces choses-là, ça fait partie du protocole de l'escrime, de présentation. Si tu serres pas la main de ton adversaire, c'est carton noir, c'est une exclusion. Donc c'est voilà. Effectivement, c'est très régenté. Les prochaines compétitions, alors les Jeux Olympiques évidemment cet été. Est-ce qu'il y a des compétitions avant pour Oui, on a 3 compétitions avant les Jeux Olympiques. Oui. Donc là, on essaye de boucler le programme pour la préparation de Paris. Et on a une compétition qui se déroulera au mois de mai en Colombie à Cali. D'accord. Donc ça, c'est dans le cadre d'un grand prix de la Fédération internationale. On aura une deuxième compétition qui sera en France, donc à Saint-Maur-des-Fossés. D'accord. Donc c'est la dernière étape de Coupe du Monde avant les Jeux Olympiques. Et après, on aura les championnats d'Afrique qui seront à Casablanca. Ah. Donc à nouveau à domicile. Vous êtes de quelle région au Maroc? Enfin, vos parents sont de quelle région? Mes parents sont ma mère est de Rabat et mon père est de Casablanca. Donc c'est bon, vous serez à domicile. Ouais, je serai à domicile. Je pense que vous aurez aussi de la famille qui viendra vous soutenir et vous acclamer. Et en espérant plein d'auditeurs qui veulent oui, bien sûr. Un peu sur l'escrime et qui pourraient s'intéresser. Alors en annonçant l'émission sur la plateforme X Twitter, il y a déjà des personnes qui m'ont demandé et qui ont demandé aux autres s'il y avait des clubs d'escrime. Apparemment, il y en a à Salé, Rabat, je pense dans les grandes villes, vous pouvez trouver. Donc voilà, donc il y a des gens qui s'intéressent. Ouais, c'est super. Et franchement, ça a été un de mes objectifs, moi, quand je me suis vraiment mis à 100% pour le Maroc. Ça a été un de mes objectifs d'être un peu un ambassadeur de l'escrime au Maroc et d'être un ambassadeur de l'escrime en Afrique, mais surtout développer l'escrime de créer Maroc, des vocations. Je pense que ça a vraiment une place qui pourrait être très Bien importante dans la société en termes de respect, de plein de choses et qui pourrait plaire à beaucoup de jeunes. Bien sûr. En tout cas, on va vous suivre. On va vous suivre pour la Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique, c'est ça. Coupe d'Afrique à Casablanca dans quelques mois. Voilà, au mois de juin. Et puis bien sûr les Jeux Olympiques à Paris. Merci beaucoup Houssam Alcourt pour avoir été avec nous en direct par téléphone sur Radio 2M. Tout de suite la suite de vos programmes. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Faites entrer l'invité spécial marocain du monde. Au revoir.